Mais non, c'est encore à côté. Les répétitions de l'Ukraine pour le 9 mai se poursuivent. Les Russes signalent en masse des bourdonnements, des explosions et de la fumée. Quand j'étais là, devant le centre périnatal, il y a eu 2 explosions, de la fumée noire et des étincelles. Pendant que Poutine déploie frénétiquement la défense aérienne à Moscou, le ciel russe est devenu un moulin pour les drones ukrainiens. De puissantes explosions ont retenti dans la région de Bryansk et à Taganrog, tandis que Rosaviatsia a fermé en panique les aéroports de 8 villes, de Moscou à Gelendzhik. Le ministère de la Défense des occupants affirme avoir abattu environ 350 drones. Le ministère de la Défense russe déclare 347 drones ukrainiens abattus cette nuit. Drones abattus sur Belgorod, Bryansk, Volgograd, Voronej, Kalouga, Koursk, Lipetsk, Novgorod, Orel, Penza, Rostov, Ryazan, Smolensk, Tambov, Tver, Toula, Moscou, Krasnodar, Ladigué, la Kalmoukie, la Crimée annexée, ainsi que sur les mers d'Azov, Caspienne et Noire. Volodymyr Zelensky avait prévenu, chaque acte de terreur russe recevra une réponse immédiate. Et aujourd'hui, les détonations résonnent déjà loin derrière les lignes ennemies. Voici par exemple la région de Moscou, l'aube, le chant des oiseaux et les explosions. Un réveil en douceur, n'est-ce pas ? Alors que la défense aérienne de Moscou peine à être efficace, une honte internationale se prépare au Kremlin. Quel dirigeant mondial a refusé de s'afficher aux côtés du dictateur pour son grand jour ? Et quelles nouvelles restrictions ont été imposées concernant le défilé de Poutine ? Nous vous révélons tout dès maintenant. Urgent. Échec du défilé du 9 mai, isolation totale du dictateur camouflé cinglant de Pékin. Les refus s'enchaînent. Pourquoi les alliés du Kremlin, Xi Jinping et Vučić, ne veulent-ils plus poser avec Poutine ? Et le coup bas de Fico, le Premier ministre slovaque va à Moscou, mais semble ignorer le défilé. Comment Poutine a gâché sa fête et qui, parmi ses amis, a radicalement changé de camp ? À suivre dès maintenant. Bonjour, ici Ukraine aujourd'hui, avec Renata Aslanova pour les dernières nouvelles. La prétendue frénésie de la victoire sur la place rouge devient le défilé de la solitude de Poutine. Si l'an dernier, le dictateur se targuait de la présence de Xi, Vučić et Maduro en 26, la liste est bien plus courte et le Slovaque Robert Fico lui a infligé un camouflet. Il a officiellement déclaré qu'il se rendrait en Russie, mais qu'il n'irait pas au défilé militaire. Fleurir la tombe du soldat inconnu et discuter brièvement, c'est tout ce que Fico fera pour ne pas être banni. Un autre ex-ami fidèle, le président serbe Aleksandar Vučić, a choisi cette année de l'ignorer totalement. Si l'an dernier, il affichait fièrement son indépendance en défilant aux côtés de Poutine, aujourd'hui, Belgrade gagne du temps jusqu'au bout. Cette année, la situation est beaucoup moins claire. Fin avril, Vučić disait ne pas avoir décidé s'il irait à Moscou et le 6 mai, il s'est contenté d'une lettre de félicitations à Poutine via l'ambassadeur russe. La Hongrie s'en lave les mains cette année. Ni Péter Magyar, ni Viktor Orban, ni ses successeurs ne seront présents sur la place rouge. Même pour le jubilé de 2025, la Hongrie a refusé d'envoyer ses dirigeants au défilé. À l'époque, le chef de cabinet de Viktor Orban a dit clairement que pour la Hongrie, la fin de la Seconde Guerre mondiale était une défaite amère, pas une victoire. Désormais, la situation est encore plus confuse. Orban s'en va et Péter Magyar vient de recevoir le mandat pour former un nouveau gouvernement. Mais le coup le plus dur est venu de Pékin. En 25, la venue de Xi Jinping était l'événement diplomatique majeur, montrant au monde une alliance indestructible. Aujourd'hui, c'est le silence de mort. En 2025, Xi Jinping a passé plusieurs jours à Moscou pour une visite d'État complète, a négocié avec Poutine et la garde d'honneur chinoise a défilé sur la place rouge. Le Kremlin qualifiait alors Xi d'invité d'honneur du jubilé, mais à 3 jours du défilé, il n'y a aucune confirmation publique de la venue du leader chinois. Résultat, Poutine est contraint d'organiser un défilé extrêmement réduit. Pour la première fois depuis des décennies, il n'y aura quasiment aucun équipement militaire au défilé. Apparemment, les autorités craignent sérieusement que le point de fer de l'Empire ne finisse en tas de ferraille, fumant sous l'œil des caméras. Ils ont donc décidé de cacher les chars pour éviter tout incident. À tel point que cette année, les autorités russes, paniquées, ont même interdit au public l'accès aux répétitions du défilé. La place rouge est inaccessible depuis fin avril et seules quelques rares images des troupes à pied filtrent sur le net. C'est ce qu'affirme le média Agence TVO.
Après que le ministère de la Défense a admis le changement de format du défilé de la victoire à Moscou, plusieurs répétitions ont eu lieu. Les 29 avril et 4 mai, les troupes à pied se sont entraînées et le 6 mai, quelques avions ont survolé la capitale. L'accès à la place rouge est resté fermé pendant les répétitions. Les visiteurs n'y sont plus admis depuis le 29 avril. L'an dernier, des barrières avaient aussi été posées fin avril, mais l'accès à la place n'était pas totalement restreint. En fin de compte, Moscou est devenu une zone de restriction totale. La Russie de Poutine s'étouffe dans sa propre guerre et ses crimes, car tout finit par revenir à son point de départ. Et ce spectacle autrefois grandiose est devenu une opération spéciale secrète au cœur d'une ville bouclée, où le moindre bruit dans le ciel terrifie les généraux face à l'inévitable vengeance ukrainienne. Et le Kremlin a raison d'avoir peur, car les occupants ont lâchement rompu le cessez-le-feu, en effectuant près de 2000 tirs sur des villes ukrainiennes en une seule matinée. Volodymyr Zelensky a déjà promis de porter un coup de représailles identique à l'ennemi. Comment les forces armées ukrainiennes feront-elles payer au Kremlin cette terreur nocturne ? Regardez. Des dizaines de morts et de blessés. Quelques minutes seulement après le début du cessez-le-feu annoncé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, des explosions ont retenti à Dnipro. Plus tard, dès 4 heures du matin, la Russie a frappé avec des bombes guidées les régions de Soumy, Kharkiv et Donetsk. Les attaques de la Fédération de Russie à l'aide de drones et de missiles se sont poursuivies toute la nuit. Au matin, l'armée russe a bombardé Kharkiv et Zaporijia. Les experts qualifient ces frappes de panique de Poutine avant le défilé du 9 mai. La Russie a concentré une grande partie de ses systèmes de défense aérienne à Moscou, rendant les autres régions plus vulnérables. Le Kremlin craint tellement d'éventuelles attaques ukrainiennes qu'il instaure des mesures de sécurité sans précédent. L'accès à la place rouge est totalement bloqué. Sur les murs et les tours du Kremlin, des tireurs d'élite et des nids de mitrailleuses et des barrages aux entrées de Moscou. Internet et les communications sont coupées. Poutine veut simplement organiser son défilé sans que personne ne vienne le déranger. En réalité, l'initiative de trêve n'est qu'une couverture pour ce défilé de la folie de la victoire, afin que cette fête sacrée pour le régime de Poutine, cette fête fondamentale pour le régime de Poutine, se déroule sans, incident majeur. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre estiment que l'insistance de Poutine à tenir le défilé du 9 mai reflète son refus d'admettre que l'Ukraine a ramené la guerre sur le territoire russe et que les frappes ukrainiennes touchent de plus en plus l'arrière-pays profond. Le 4 mai, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que Kiev n'avait reçu aucune demande officielle de Moscou concernant une éventuelle cessation des hostilités. Malgré les déclarations circulant dans les sources d'information russes, demander le calme tout en frappant l'Ukraine est d'un cynisme absolu. La Russie est l'agresseur et peut cesser ses attaques à tout moment. Selon Zelensky, l'Ukraine agira de manière symétrique. Pour toute personne normale, il est évident qu'une guerre totale et le meurtre quotidien de civils ne sont pas propices à des célébrations publiques. La Russie doit mettre fin à sa guerre. Même avec Internet coupé et les communications bloquées, il est clair pour la plupart des Russes que leurs dirigeants peuvent sortir du bunker et choisir la paix. La partie russe dispose de nos propositions diplomatiques et la seule chose nécessaire est la volonté de la Russie d'avancer vers une paix réelle. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, sur Telegram. Les propositions russes d'instaurer une trêve le 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha. Il a souligné que les bombardements de l'Ukraine montrent que Poutine ne s'intéresse qu'aux défilés militaires et non aux vies humaines. Moscou a une fois de plus ignoré un appel réaliste et juste à la cessation des hostilités soutenues par d'autres États et organisations internationales. C'est la preuve que la Russie rejette la paix et ses faux appels à un cessez-le-feu le 9 mai n'ont rien à voir avec la diplomatie. Poutine ne s'intéresse qu'aux défilés militaires, pas aux vies humaines. Andriy Sybiha, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, sur le réseau social X. La Fédération de Russie n'a pas respecté, même pendant 10 minutes, la cessation des hostilités proposées par l'Ukraine depuis la nuit du 6 mai. C'est ainsi que le ministre des Affaires étrangères de Lituanie, Kęstutis Budrys, a réagi au fait que Moscou ignore la proposition ukrainienne de régime de silence. Il a souligné que c'est une preuve de plus du refus de la Russie de mettre fin à la guerre. C'est une autre leçon pour le monde sur les véritables intentions terroristes et génocidaires de la Russie. Personne ne devrait croire que la Russie a jamais sérieusement cherché à mettre fin à sa guerre contre l'Ukraine et à respecter les normes et principes du droit international.
Il n'y a qu'un seul moyen de mettre fin à ce cauchemar, renforcer notre soutien à l'Ukraine, à sa défense, à sa stabilité macroéconomique et à sa résilience, ainsi qu'accroître la pression collective sur l'agresseur, la Russie, par de nouvelles sanctions, un isolement international encore plus profond et une responsabilité et des réparations définitives. Kęstutis Budrys, ministre des Affaires étrangères de Lituanie, sur le réseau social X. Une position similaire a été exprimée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Il a déclaré que la guerre de Poutine ne se déroule pas comme prévu. Les derniers événements sur le front et à l'intérieur de la Russie témoignent de l'aggravation de ces problèmes et de la nécessité de mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Victoria Chastyukina pour la chaîne de télévision Freedom. Sur les tours du Kremlin, des forces spéciales armées de mitrailleuses lourdes ont été déployées dans l'hystérie. La place rouge a été couverte de filets anti-drones et des points de contrôle militaires installés partout dans la capitale. Pour son défilé, le dictateur paniqué coupe Internet, ferme le ciel et menace Kiev de missiles. Ce dôme sauvera-t-il son spectacle des représailles ukrainiennes? De quoi Poutine a-t-il si peur? Découvrez-le dans ce reportage. Des restrictions massives sont prévues à Moscou à la veille du soi-disant défilé du 9 mai. Toute la ville est coupée de communication pendant 5 jours. L'Internet mobile, les SMS et même les soi-disant listes blanches ne fonctionneront pas. Des sites qui sont habituellement autorisés en Russie. De plus, il ne sera pas possible de payer par carte ni de retirer de l'argent aux distributeurs. Les taxis et tous les services où l'on pouvait payer sans espèces ne fonctionnent pas et le Kremlin lui-même ferme ses portes aux touristes et aux visiteurs pendant le défilé. Le plan Cover est également mis en place, fermant l'espace aérien et arrêtant le fonctionnement de tous les aéroports de Moscou. Il a été annoncé que le défilé du 9 mai à Moscou se ferait sans passage de matériel militaire. Si cela arrive, ce sera la première fois depuis de très nombreuses années qu'ils ne pourront pas se permettre de faire défiler du matériel. Et le fait que nos drones puissent bourdonner au-dessus de la place rouge montre notre force et nous devons continuer à les presser par des sanctions. Le Financial Times, citant des sources, note que les pannes d'accès à Internet à Moscou pourraient être liées précisément aux mesures de sécurité personnelle du dictateur du Kremlin. Poutine s'inquiète des fuites d'informations confidentielles, ainsi que du risque de complot ou de tentative de coup d'État. Pour cette raison, les députés de la Douma d'État n'ont, pour la première fois, pas reçu d'invitation pour le défilé sur la place rouge. En particulier, le dictateur craint une éventuelle tentative d'assassinat par drone, y compris de la part de membres de l'élite russe. Le chef du Kremlin passe de plus en plus de temps dans des bunkers et le service fédéral de protection a renforcé les mesures de sécurité. Double contrôle des visiteurs, interdiction des téléphones pour l'entourage et même surveillance des cuisiniers et des gardes. Poutine s'est toujours soucié de sa préservation, de sa sécurité. Cela s'est manifesté activement d'ailleurs pendant le Covid, où les gens qui devaient le rencontrer devaient rester dans un sanatorium spécial soit 2 semaines, soit 10 jours, et seulement après cela étaient admis auprès de lui. Mais maintenant, Poutine est définitivement convaincu qu'une tentative d'assassinat ou un sabotage est en préparation contre lui. Cela s'est particulièrement aggravé après la tentative contre Maduro et après l'assassinat de Khamenei. Et bien sûr, cela l'a beaucoup affecté. Lors du défilé militaire que la Russie transforme en un spectacle de propagande traditionnelle, il n'y aura ni matériel ni vétérans. À leur place, des militaires russes, qui manquent aussi, donc le commandement retire les soldats les plus expérimentés de Konstantinovka pour les montrer au spectacle du 9 mai à Moscou, rapporte le mouvement de partisans Atesh. Pour tenir les positions, les unités russes lancent des soldats non préparés dans les attaques. Le nombre de tués et de blessés augmente brusquement, et les pertes battent des records. En avril, 35 203 militaires russes ont été tués ou gravement blessés. Toutes les pertes sont confirmées par vidéo. Cela signifie que pour le 5e mois consécutif, la Russie perd plus qu'elle ne peut mobiliser et s'étouffe progressivement sous les pertes. Nous avançons avec confiance vers le chiffre de 50 000 occupants éliminés chaque mois. Mikhailo Fedorov, ministre de la Défense de l'Ukraine sur Telegram. Peur et panique au Kremlin, liées aux attaques de drones. Ainsi, dans la nuit du 4 mai à Moscou, un drone est tombé et a explosé à 6 km du Kremlin. Cela a été rapporté par les réseaux de propagande. Vraisemblablement, il s'agissait d'un drone d'attaque de type FPV-1 qui a pu franchir même les positions spéciales sur les toits du centre de Moscou et les tours le long des routes, bien qu'elles aient été spécialement érigées pour détruire les cibles volant à basse altitude.
Cet itinéraire passait par la zone de responsabilité d'au moins 10 régiments de systèmes stratégiques S-400 et plus de 80 installations Pantsir et Tor. L'appareil a traversé avec succès tout le groupement accumulé dans la région de Moscou et a frappé un gratte-ciel de la rue Mosfilmovskaya, s'arrêtant à seulement 6,5 km du Kremlin. Analyste d'Open Source Intelligence. Pour s'assurer un défilé tranquille, le Kremlin a déclaré une soi-disant trêve pour les 8 et 9 mai et a immédiatement menacé Kiev de nouvelles attaques au cas où l'Ukraine la violerait d'une manière ou d'une autre. Dans le même temps, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'aucune proposition officielle de cessez-le-feu n'avait été reçue de la part de la Russie jusqu'à présent. En réponse, il a annoncé un régime de silence dans la nuit du 6 mai, afin de donner au Kremlin l'occasion de montrer sa volonté de faire des pas vers la paix. La Russie se vante tant de cette date et s'est tant emballée qu'au final, elle apparaît au monde entier et semble déjà en partie, non pas comme un vainqueur, mais comme le continuateur d'humeurs agressives, d'un comportement et d'un cap du XXe siècle vers le XXIe. Et en fait, oui, elle a poussé jusqu'à l'absurde cette même mémoire et ces mêmes accomplissements qui revenaient alors à l'Union soviétique et à la Russie en tant qu'État successeur. Sur fond de peur des échecs sur le front, le Kremlin est contraint de transformer même le défilé du 9 mai en une opération fermée et contrôlée. Le défilé, qui était censé démontrer la force, montre cette fois la vulnérabilité et la dépendance. Karina Loloyan pour la chaîne de télévision Freedom. Pendant ce temps, Fico semble vraiment changer de cap. Après une rencontre personnelle avec Zelensky à Erevan, le Premier ministre slovaque a fait marche arrière, annonçant des consultations intergouvernementales de grande envergure avec l'Ukraine sur l'élargissement des frontières d'ici la fin juin. Comment Kiev brise-t-il la ligne anti-ukrainienne de Bratislava et pourquoi Fico a-t-il demandé d'urgence un réchauffement des relations avec notre pays? Voyez cela dans le reportage. Kiev compte sur le développement de relations solides avec Bratislava. En particulier, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est à l'étude. C'est ce qu'a déclaré le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre slovaque Robert Fico à Erevan. À l'avenir, il faut s'attendre à une intensification des réunions intergouvernementales, a déclaré le président. Nous avons discuté de la coopération dans divers domaines et de la tenue d'une réunion des gouvernements sous forme de commission intergouvernementale dans un avenir proche. Nous avons parlé d'un échange de visites à Kiev et à Bratislava. Nous avons convenu que des groupes de travail s'occuperaient de l'élaboration du calendrier. Nous avons également abordé la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Il est important que la Slovaquie soutienne l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et soit prête à aider sur cette voie. Merci pour cela. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine sur Telegram. Les déclarations de Fico à l'égard de Kiev sont devenues plus constructives après une conversation téléphonique avec Volodymyr Zelensky le 2 mai. Le Premier ministre slovaque a alors déclaré qu'aucun accord de paix avec la Russie n'était possible sans le consentement de l'Ukraine et que la Slovaquie faciliterait l'intégration européenne du pays. De plus, Fico a annoncé sa volonté de se rendre en Ukraine, ce qu'il avait auparavant absolument exclu. Rappelons qu'avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban, il a bloqué des décisions au sein de l'Union européenne concernant l'Ukraine. Ces politiciens accusaient Kiev d'un prétendu chantage énergétique suite à l'arrêt des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba. En réalité, le pompage des matières premières a cessé après que des infrastructures ont été endommagées par l'impact d'un drone russe. Bien que nous ayons des opinions divergentes sur certaines questions, nous sommes intéressés par de bonnes relations amicales entre la Slovaquie et l'Ukraine. J'ai confirmé que la Slovaquie soutient l'aspiration de l'Ukraine à rejoindre l'Union européenne, car la Slovaquie souhaite que l'Ukraine, en tant que voisin, soit un pays stable et démocratique. Nous avons convenu de poursuivre le travail dans le cadre d'une collaboration entre nos gouvernements, et nous visiterons mutuellement les capitales de nos pays. J'ai également souligné qu'aucun accord de paix dans le conflit militaire avec la Fédération de Russie n'est possible sans le consentement de la partie ukrainienne. Robert Fico, Premier ministre de Slovaquie, Facebook. Les analystes expliquent le changement de rhétorique de Robert Fico par ses efforts pour ne pas perdre son poste de chef du gouvernement après la victoire de l'opposition pro-européenne menée par Péter Márkizé aux élections législatives en Hongrie, le bloc des opposants à la politique de Bruxelles au sein de l'Union européenne s'étant de fait désagrégé. Si Fico avait continué à mener une politique anti-ukrainienne, son pays aurait pu faire face à de graves sanctions de la part de l'Union européenne. Les tendances qu'il a observées en Hongrie pourraient également se répéter dans son propre pays.
Il est difficile de parler de changements économiques positifs, sérieux ou radicaux en Slovaquie, n'est-ce pas? Par conséquent, en principe, les citoyens de ce pays pourraient se lasser de Fico s'ils s'exposent en plus à une critique constante et à une pression de la part de Bruxelles, ce qui pourrait aggraver les problèmes. En premier lieu, l'aspect financier. Dans le même temps, le chef du gouvernement ne peut se permettre d'être trop pro-européen pour ne pas s'attirer les critiques des forces politiques pro-russes. Dans l'actuelle coalition parlementaire du pays, outre le parti de Fico, se trouve également le Parti national slovaque, fidèle à Moscou. Afin de donner l'apparence d'une volonté de dialogue avec le Kremlin, le Premier ministre se rendra à Moscou le 9 mai pour rencontrer Poutine. Toutefois, il ne participera pas au défilé militaire. C'est ce qu'il a déclaré aux journalistes en marge du sommet de la communauté politique européenne à Erevan. Les analystes qualifient ces actions de simples gestes symboliques destinés à un public interne. Le signal a déjà été donné que Zelensky et Fico se rencontreront à Bratislava et à Kiev. C'est le seul politicien de l'Union européenne occupant le poste de Premier ministre, de chef d'État ou de chef de gouvernement qui, depuis 2022, ne s'est pas encore rendu à Kiev. Donc, dans ce contexte, je pense que Robert Fico joue ce jeu, à savoir que la normalisation des relations avec Kiev commence du côté de la Slovaquie. Donc, sa visite à Moscou ne semblera pas si en décalage avec la politique européenne globale. Rappelons que Prague a autorisé le survol de l'avion de Robert Fico pour sa visite à Moscou le 9 mai. Cela a été confirmé par le ministère tchèque des Affaires étrangères. Dans le même temps, plusieurs autres pays européens, la Pologne, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ont refusé l'accès à leur espace aérien à l'avion du Premier ministre slovaque. Andriy Dmitrenko pour la chaîne de télévision Freedom. Et que pensez-vous de ces événements? Donnez votre avis dans les commentaires, aimez la vidéo, restez au courant de l'essentiel. À suivre.